Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 23e numéro de la saison, on reviendra bien évidemment assez longuement sur cette belle victoire de la jeunesse sportive de Kabylie. C'était hier soir au stade du 5 juillet devant le Vita Club. Une victoire qui rapproche les Canaries d'une qualification pour les quarts de finale. On écoutera donc le coach Miloud Hamdi et les joueurs justement de la jeunesse sportive de Kabylie. On parlera ensuite de la Ligue 1 avec la 19e journée disputée ce week-end, évidemment tronquée par le report de pas mal de rencontres et notamment on va parler de cette victoire, belle victoire de l'AS Souchlef devant le Mouloudia Club d'Oran et celle de l'Erba qui s'impose devant la jeunesse sportive de la Sawa. Et en fin d'émission, en tout cas, on aura un dossier aujourd'hui durant cette 23e numéro. On parlera de l'apport des entreprises publiques dans le football avec la jeunesse sportive de Kabylie, donc officiellement rachetée par Mobilis. Et aujourd'hui même, donc, il y a eu l'accord signé entre l'entente de Sétif et le groupe Sonelgaz. Est-ce que tout cela sera bénéfique à nos clubs? On en débattra durant cette émission. Et justement, pour m'accompagner durant ce numéro, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un expert, on va dire un expert du management en sport, à savoir Amine Sebia, justement, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Merci Amine d'être là. Une nouvelle fois, vous étiez avec nous la saison dernière. Vous revenez, on va parler, votre présence coïncide avec l'organisation cette semaine, mercredi prochain, d'un sommet très très important en matière de foot business. On a tenu à ce que vous soyez présents parmi nous pour justement nous parler de ce qu'on va avoir ce mercredi et revenir évidemment sur, on va dire, cette volonté politique en tout cas d'aider le football national à travers les entreprises publiques. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous et surtout d'être... Vous êtes gâtés, hein. Très gâté par les icônes du football algérien. Vraiment, moi personnellement, je vais énormément apprendre avec eux. Voilà. Merci Amine. Et justement, vous les avez, on va dire, présentés, nos consultants. Monsieur Aniril, bonsoir. Bonsoir Amine et bonsoir à toutes et à tous. Et Abdelnour, toujours présent avec nous. Bonsoir Saïd, bonsoir Amine, Mziane et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Je pense que c'est un sujet il est assez intéressant, très important et d'actualité, n'est-ce pas, Mziane? Justement, j'aurais besoin de vos analyses, Mziane, qui a on va dire, plusieurs casquettes. Vous avez été dirigeant, président, entraîneur, secrétaire général de la fédération. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en Algérie qui ont pu avoir ces postes-là. L'aspect administratif et technique. Enfin, il y en a eu quelques-uns, mais enfin, oui, je fais partie de ceux qui ont eu la chance des rares. Oui, en tout cas, on est privilégié de vous avoir avec nous ce soir, puisque, je le disais, ce thème demeure très, très important. Et on commence notre numéro donc avec la première rubrique de l'émission, à savoir les 3 points de Kawa. Alors, Abdelnour, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a au menu? Je commencerai tout d'abord par ce report inattendu de la 19e journée. Bon, si c'était évident pour la JSK et 3 matchs reportés à la dernière minute, puisque la journée s'est tenue. 3 matchs ont été reportés, il n'y a eu que 2 matchs de jouer finalement. 3 matchs de jouer. Donc il y aura l'USMA qui joue demain aussi. L'USMA qui jouera demain, mais ça va encore poser un problème, puisqu'on a toujours mis en cause la Ligue professionnelle de football quant à l'organisation du calendrier, mais là c'est indépendant de leur volonté. Il y a eu déjà cette première expérience avec l'équipe des locaux. Maintenant arrive l'équipe des U23. Bon, j'espère qu'à travers tout ça, ils pourront se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique. En deuxième point, c'est bien sûr le bon résultat de la JSK. Quand on essaie d'analyser très rapidement le match, une première mi-temps qui n'était pas du tout du niveau requis pour la JSK. En deuxième mi-temps, même si après avoir encaissé un but, vous savez, le but qui a été marqué à Medjadel n'est pas un but facile pour un gardien de but. Quand on revoit un peu la trajectoire du ballon... On va parler de ce match. Vous avez retenu surtout la classe biberon. Absolument, la classe biberon. Il y a eu 3 joueurs de 21 ans.
et qui ont donné du jeu à cette équipe-là en deuxième mi-temps. Moi, je pensais qu'après le but encaissé, ça aurait été une catastrophe. Finalement, ils ont eu les ressources nécessaires. Et ça, c'est un peu l'insouciance des jeunes qui ont pu donner ce dynamisme à la JSK pour pouvoir remporter ce match. Et enfin, en troisième position, c'est le sponsor de la fédération, Sonatrach, qui vient de signer un sponsor. De 2 ans. Et qui arrive à point, parce que le dernier sponsor qui avait été signé, c'était avec Mobilis, je pense. Et la fédération. Mobilis, elle est là depuis 2014. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de sponsors ces dernières années du côté de la fédération. Donc ça va donner une bouffée d'oxygène à la fédération et j'espère que ça sera bénéfique. Très très bien. On va passer à présent à la Ligue des champions africaine après ce jingle. Donc, on en parlait au sommaire de l'émission, cette belle victoire de la jeunesse sportive de Kabylie, c'était hier face au Vita Club, une victoire très importante en vue d'une qualification pour les quarts de finale. Victoire 2-1, je le disais, au stade olympique du 5 juillet. Et Riyad Belkhadim était présent au stade et nous revient avec ce sujet. Relégable en Ligue 1, éliminé prématurément de la Coupe d'Algérie, la JSK est en train de réaliser un parcours remarquable en C1. Mené dès le retour des vestiaires sur un coup franc improbable de Marouf Tchakei, dès 40 mètres à la 55e minute de jeu, les Canaries ont réussi à renverser les Congolais grâce à une incroyable remontada. Le premier à imprimer la révolte, c'est avec sa reprise de volée que le Bécharois Moussa Benzaïd, à la 63e minute de jeu, réussit à remettre les Canaries dans le sens de la marche. Il ne fallait pas quitter les gradins du 5 juillet puisque le but de la victoire a été marqué en toute fin de partie par le rentrant Massini Sanaïd Selem sur un contre rapide à la 86e minute de jeu, fatal pour le Vita Club. Un résultat logique au vu de la très large domination des poulains de Miloud Hamdi, qui a sans doute réalisé son meilleur match de la saison. Les Kabyles se sont d'ailleurs créé un nombre considérable d'opportunités dans cette partie. On démarre très très mal cette première mi-temps. On n'a pas mis en place ce qu'on avait prévu. On l'a rectifié à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, les joueurs ont montré et ont appliqué ce qu'on avait mis en place. Enfin, en deuxième mi-temps. La rentrée des jeunes joueurs comme Neshat, comme Boralia, comme Naïd Salem ont apporté leur vent de fraîcheur, leur insouciance, notamment en attaque. On revient au score grâce à une grande force mentale des joueurs. Et ils sont allés chercher ces 3 points qui nous ouvrent une des 2 portes pour les quarts de finale. Pas les 2, mais une. Et il va falloir encore batailler, dépenser beaucoup d'énergie, s'investir, travailler dur pour ouvrir cette deuxième porte et tenter de se qualifier pour les quarts de finale. En comptant désormais 7 points d'avance, la JS Kabylie consolide sa 2e place dans le groupe et revient à seulement 2 unités du leader du groupe A, le WAC Casablanca, vainqueur un peu plus tôt dans la journée d'hier sur la pelouse du Petro Atlético, 2-0 à Luanda. Et j'avais dit que ce n'était pas à nous d'avoir peur des adversaires, c'était aux adversaires de dire « Ah zut, on est tombé contre la JSK ». Pourquoi ? Parce que la JSK c'est un grand club et c'est un club avec une très très belle histoire en Afrique. Aujourd'hui on le prouve. On est deuxième de cette poule et on n'est pas loin d'une possible qualification en quart de finale. Voilà, donc il faut continuer à travailler, on a encore rien fait. Il faut valider ce travail, ces 3 points, le prochain match. Parce que si on ne le valide pas, à quoi bon avoir fait cette très très belle performance ? Voilà donc les Canaries peuvent se qualifier directement pour les quarts de finale en cas de victoire face aux Angolais qu'ils recevront samedi prochain au vieux temple du 5 juillet qui réussit au club kabyle qui rêve d'Afrique et de maintien en Ligue 1. Ziane, ce match, on va dire une JSK à 2 visages. Un premier mi-temps assez difficile, on va dire une première période assez terne dans le jeu. Et il aura fallu ce but encaissé pour voir une autre JSK dans ce match. C'est vrai qu'ils ont attendu qu'il soit bousculé par l'adversaire pour un petit peu se réveiller et en tous les cas mener une réaction très, très positive. Sincèrement, moi j'ai été un peu admiratif devant
la réaction des joueurs qui d'un coup ont retrouvé toute leur agressivité dans le jeu, leur volonté d'aller vers l'avant. Et puis il y a aussi l'assistance de l'entraîneur qui à un moment donné a fait les bons choix dans les c'est vrai que ces changements ont payé, il faut le dire. On peut critiquer les entraîneurs, mais quand ça gagne, quand ça va bien, là aussi on doit encenser le travail du coach. Hamdi a très très bien géré ce match et notamment la seconde mi-temps. En tous les cas, il était là au moment où il fallait redonner du souffle à son équipe. Il l'a fait par l'incorporation de joueurs qui ont eu aussi le mérite de marquer le second but. Donc, une JSK a deux visages, un visage terne au départ, où on tentait quand même. J'ai senti quand même qu'il y avait une volonté de bien faire, et c'était difficile à arriver, puis une JSK qui a été menée et qui s'est révoltée en fin de compte et qui finalement l'emporte avec beaucoup de mérite d'ailleurs. Je pense que c'est cette JSK-là qu'il faudra garder, celle des 30 dernières minutes. S'imprégner de cela en championnat notamment. Abdelnour, je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit en début d'émission par rapport à cette classe biban au sein de la jeunesse sportive de Kabylie. C'est vrai qu'à un moment donné, les supporters étaient sceptiques, voire inquiets, en raison de cette cascade de blessures au sein de l'équipe, avec notamment Badr Souyed qui s'est blessé, Bourrenchouch. Surtout Bourrenchouch, qui est quand même Souyed, là aussi, ça reste une pièce maîtresse. Et donc, toutes ces absences, au final, ça a permis au coach Miloud Hamdi de lancer dans le bain certains jeunes joueurs, un Moussa Ben Zaïd, très décrié depuis la saison dernière, qui réalise un match extraordinaire. Déjà en défense, il était omniprésent. Il marque aussi ce but égalisateur. Nate Salem, là, qui rentre... un jeune espoir qui n'a pas le trac. À un moment donné, on joue devant des gradins assez, on va dire, des supporters exigeants. Il y a eu c'est vrai qu'à ce moment-là, le score était un peu partout. Mais au final, on voit que le banc existe bien au sein de la JSK. Bon, vous savez, ça a été un coup de poker en définitive. Il n'avait pas tellement de choix, parce que si la JSK avait continué à jouer de la même manière, il n'aurait pas eu le gain du match. Bon, ils se sont confrontés d'abord à une équipe qui était très physique, et à un moment donné, surtout en première mi-temps, ils ont insisté sur les balles hautes. Et c'était facile pour les défenseurs du Vita Club, c'est des gabarits, donc ils ont pratiquement eu toutes les balles hautes. Par contre, en deuxième mi-temps, quand Naït Salem est rentré, Chad est rentré, bon, même si ce sont des jeunes qui ont 21 ans, je l'ai dit tout à l'heure, et je crois que même Hamdi l'a répété, c'est un peu cette insouciance. Et là, ce qu'on a vu, le jeu à terre, des échanges de deux, du jeu en triangle, le deuxième but, c'était une très belle action. C'est un jeu. Donc, ils sont revenus au jeu de la JSK, plutôt au jeu algérien. Donc, félicitations. Mais par contre, là, on est en train de voir deux visages. Le visage de la JSK en Coupe d'Afrique et le visage... Comment l'expliquer ? Justement, maintenant, ce qu'il faut expliquer... On garde cette deuxième mi-temps. On avait dit qu'on allait garder la première mi-temps du WAC. Si vous en rappelez, c'était un match référence pour eux. Mais malheureusement, en championnat, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Là, la deuxième mi-temps, ils ont montré qu'ils avaient des ressources nécessaires pour pouvoir... Mais comment expliquer cette motivation? Vous savez, il y a une double motivation. On ne peut pas parler de motivation à Abdelnour, puisqu'en championnat, on joue pour la relégation. Oui, donc il faut être motivé pour sauver le club à un moment. Maintenant, quand on met des jeunes comme cela, je vous l'ai dit, il y a un peu cette insouciance. Donc ils se donnent à fond, sans calcul. Tandis que les anciens, ils sont encore peut-être traumatisés par les mauvais résultats. Là, des jeunes se donnent à fond, donc il n'y a aucun risque pour cela. Donc moi, je pense que la JSK pourra se ressaisir très très bien en championnat. Et la preuve, il faudrait d'abord qu'ils se qualifient au quart de finale. Je vais vous poser une question qui peut paraître bizarre, Zianiri, puisque hier, ou aujourd'hui, j'ai pu discuter avec certains supporters de la JSK qui étaient partagés suite à cette victoire. Pourquoi ? Parce que certains diront que vaut mieux perdre et mettre de côté cette Ligue des Champions et penser au championnat qui est le plus important. C'est l'objectif primordial pour le club, se sauver de la relégation. Et d'autres qui disent
une victoire, on la prend quand même, ça va motiver les joueurs pour les matchs de championnat. En tant que technicien, comment jugez-vous justement cette situation un peu complexe? Enfin, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier, hein. Mais la JSK, il me semble en tous les cas, toute la problématique des entraîneurs, c'est un peu cela. C'est que comment expliquer et comment, en tous les cas, faire reproduire la même qualité de jeu, la même performance dans un match, et puis on arrive à un certain niveau de compétition, et puis le match d'après, on descend et on n'est plus au même niveau, et là beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Moi, il me semble en tous les cas que ça reste un peu dans le mental des joueurs, et le mental pas uniquement des joueurs, de tout le monde. Alors, la réaction est humaine quand on est trop satisfait, quand on a réalisé un exploit, comme ce fut le cas, le match d'hier par exemple, ça a été extraordinaire ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Mais est-ce qu'il faut jouer à fond cette compétition, Mziane? Moi, il me semble qu'il faut la garder. Parce que c'est une compétition qui motive. C'est une compétition, en tous les cas, qui rassure les joueurs, comme quoi ils sont capables d'être, sur le plan africain déjà, d'être à un très bon niveau. Ça les rassure. Et ça donne en tous les cas, ça donne plus de punch aux jeunes joueurs qui veulent aussi s'accrocher à cette Coupe d'Afrique des clubs. Donc, maintenant, la difficulté, c'est comment faire réagir les joueurs de la même façon lors des matchs de Coupe d'Afrique et les matchs de championnat local. Sur le but encaissé, Abdelno, vous étiez gardien de but, donc certains diront que c'est aussi un peu la faute du gardien. Bien sûr, quand on voit un but comme ça, on l'impute tout de suite au gardien de but. Mais si vous revoyez l'action, si vous revoyez cette frappe-là, c'est une frappe qui est partie, comme on dit, en vrille. Hein. Au dernier moment, elle a changé de direction et Medjadel a été surpris par ça. C'est vrai que le mur, à un moment donné, lui, il avait bien placé. Puis après, on a vu... C'est la faute au mur, justement. C'est une faute collective. Mais pour un gardien de but, une balle aussi fuyante que ça, c'est vraiment très difficile à... C'est vrai que ce fut un but venu d'ailleurs. Hein, la frappe était tellement puissante. Vous savez, quand le ballon, il prend de la vitesse... Et puis il change de trajectoire. C'est ça. Donc il flotte après. Oui, il décrit une parabole qu'on ne peut pas apprécier tout de suite. Donc il y a une réaction un peu tardive, mais il ne faut pas trop l'incriminer, ce gosse-là. Amine, on va dire que la JS Kabylie, vous êtes évidemment un fan de football avant toute chose, vous suivez ce championnat algérien. On va dire que la JSK a cette tradition africaine. Même en difficulté en championnat, elle arrive justement grâce, on va dire, à son vécu, au maillot que représente ce club, à retourner une situation qui paraissait pratiquement compliquée, notamment après ce but encaissé. Et c'est là où on peut dire que la JSK reste toujours un ogre en Afrique. Ça, c'est clair. Donc, elle a ses traditions, elle a son nom et son prestige, et bien entendu son expérience. Donc maintenant, de porter le maillot de la JSK c'est une fierté totale. Et maintenant, même la Coupe africaine, que ce soit la CAF ou la Champions League, réussit bien à la JSK. C'est vrai. Donc, quand on se rappelle, il y a 2 ans, là aussi, avec un effectif... c'était un effectif assez moyen. La JSK est parvenue à atteindre la finale de la Coupe de la Confédération. Il ne faut pas oublier également que ça leur permet d'améliorer leurs automatismes. On l'a vu. Donc, ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, on ne s'attendait pas à cette réaction-là. Donc cette réaction ne peut être que positive et ça peut servir dans le championnat. Et une victoire samedi prochain face au Petro Atlético qui a été battu. Garantit la qualification. Voilà, battu par le Wydad Casablanca hier plutôt. Donc une victoire face à cette équipe angolaise et la JSK jouera officiellement le quart de finale avant même ce dernier match. Au Maroc. Ça serait l'idéal. Ça permettra de mieux appréhender la suite du championnat. Voilà. Aussi, s'éviter une certaine pression avant ce déplacement face quand même au tenant du trophée. On va voir le classement du groupe A après le déroulement de cette 4e journée. On revient.
Et voilà, donc, et les supporters kabyles qui comptent envahir cette fois-ci le stade du 5 juillet, samedi prochain. Moi, j'avais suivi un peu, à un moment donné, j'étais encore dans la voiture, j'avais suivi notre ami Mohamed Haouchin. Les supporters, il y avait à peu près 10 à 12 000 supporters. Le gros problème qu'avaient rencontré les supporters de la GSK, c'était un peu le paiement. Ah oui, il y a eu un souci au niveau, absolument. au niveau de le site, la plateforme, voilà, peut-être qu'il a été. Par la suite, ça a été réglé. J'espère qu'ils vont faciliter l'accès à cette plateforme et qu'il y ait un plus grand nombre de supporters. Très très bien. On passe à présent à la Ligue 1 après ce jingle. Et donc on commence la 19e, le décryptage de cette 19e journée de Ligue 1. On le disait, 3 matchs se sont déroulés ce week-end seulement, avec notamment un alléchant. AS Chlef, Mouloudia Club d'Oran, c'était au stade Boumzarag et non pas à Relizane. C'était le grand retour des joueurs de Chlef dans leur fièvre fétiche de Boumzarag, Mohamed. Donc un stade qui a fait peau neuve. On en parlera tout à l'heure de ce stade avec un reportage justement sur ce retour des Chilifiens. On va dire une victoire plutôt mérité pour l'AS Chlef quand même, qui a cru jusqu'au bout à ce succès. Et on voit les buts, notamment ce penalty et cette ouverture du score superbe de Suiba Panenka. Il fallait l'oser. Il fallait oser, notamment à domicile. Et l'AS Chlef, une situation compliquée en championnat. Mais Suiba a prouvé qu'il était là aussi un buteur né. Et ce deuxième but de Fetouhi, là aussi... vous avez suivi la partie Abdenour, on va dire que victoire salutaire pour les Chilifiens. Victoire salutaire et victoire méritée. Bon, même si à un moment donné, ils ont commencé un peu à douter, surtout en deuxième mi-temps. Le MCO avait marqué un but et puis ils espéraient égaliser. C'est sûr que ça fait ces 3 points de plus qui permettent de respirer à Chlef, mais là, l'MCO, on en avait parlé déjà les semaines passées. Il ne faut pas oublier que pendant la trêve, tous les joueurs étaient en grève. Donc ils reprennent ce championnat. Ça va être très très difficile pour eux de reprendre le rythme du jeu. Et j'espère qu'ils vont pouvoir le faire parce que c'est quand même une équipe... Il y a ce but-là, refusé aux joueurs du MCO. Et on refusait pour une position d'enjeu, ça a été limite, sur ce on revoit l'action, voilà. Vous en aviez même parlé. Oui, à un moment donné, je pensais qu'il y avait enjeu, mais quand on revoit l'action de plus près, même s'il y a un léger avantage aux joueurs oranais, on dit souvent que l'attaquant a l'avantage dans pareille situation, n'est-ce pas, Mziane? Enfin, c'est vrai que c'est très délicat pour l'arbitre, en tous les cas, ces situations qui prêtent à confusion, mais c'est vrai quand on revoit tranquillement les images, il y a lieu de se poser la question est-ce que véritablement il y avait hors-jeu ou pas. Tout comme d'ailleurs le pénalty, est-ce qu'il était sur à la limite. Le pénalty, il n'y a pas eu de discussion. C'était à l'intérieur, donc le pénalty était valable. Sur cette victoire, là aussi, c'est une victoire importante. L'ASO qui restait sur 3 matchs sans défaite. Là, on enchaîne avec une victoire très importante qui lui permet de recoller au classement à son adversaire du jour, à savoir le Mouloudia d'Oran avec 25 points. Tout à fait, l'ASO qui demeure une équipe en tous les cas. Sur le papier, c'est une équipe très... même sur le terrain, c'est une équipe qui tient la route, qui joue bien au football, en tous les cas qui est assez équilibrée. Mais enfin, c'est vrai que la prise en charge est escalée pour les joueurs, mais enfin ils arrivent toujours à s'en tirer parce que la qualité des joueurs sur certains matchs elle fait la différence. Mais là d'où en parlant des pénalty, pas pénalty, hors-jeu, pas hors-jeu, je crois qu'aujourd'hui il est temps de penser, de réfléchir et de mettre en place le VAR. C'est pas énorme, on l'a fait pendant le CHAN, on l'a fait pendant quelques matchs. C'est pas dans tous les stades qu'on peut faire, placer le VAR. À Magra, c'est difficile de le faire. C'est compliqué. Oui. Quand on applique le VAR en championnat, en principe, c'est pour tous les stades. On ne peut pas avoir la VAR au Saint-Juillet, à Chlef. C'est un match qui n'était pas tellement... Je cite Magra parce que c'est un stade qui n'est... Pour la télévision publique, c'est compliqué de retransmettre un match à partir de ce stade. Quand on lutte pour le maintien,
et qu'on est frustré par un arbitre qui a peut-être mal jugé. Ça a été le cas pour la JSK, Voilà, privé d'un pénalty face à Constantine, donc, face au CSC la semaine dernière. Le VAR règle beaucoup de problèmes. Et il faudra justement trouver une solution, évidemment, sur ces erreurs d'arbitrage cette saison. On va écouter plutôt les déclarations d'après-match avec Omar Beladoui et Abdelhak Debari. Félicitations pour l'assaut de Chlef pour cette victoire et on remercie tous les gens de Chlef pour l'accueil. Donc ça s'est passé dans un fair play total, alhamdoulilah. Ce qui concerne la partie, je pense qu'on était bien en place. On a bien démarré le début du match jusqu'au pénalty. Jusqu'au pénalty où on n'a pas su gérer parce qu'il n'y avait pas de danger sur nous. Le bloc défensif était bien en place. Donc on a concédé un pénalty qui a donné plus de confiance à l'équipe de l'assaut. En deuxième mi-temps, on voulait revenir, mais le deuxième but nous a un peu laissé perplexes. On n'a pas su réagir. Mais quand même, avec les consignes qu'on a données aux joueurs, on est revenu. On a réduit le score et on pouvait rajouter. Mais comme j'ai dit, ça se passe dans la tête. Même on a marqué un but, je pense qu'il est valable. Il n'y avait pas une position d'hors-jeu. C'est une erreur d'arbitrage qui arrive. Donc nous, on ne blâme pas les arbitres. On ne dit pas que c'est à cause de l'arbitre. S'il y a quelque chose à voir, c'est avec notre équipe. On va trouver d'autres solutions parce que l'avenir est très difficile. Alhamdoulilah, المباراة كانت صعيبة وين تلعب على جزئيات صغار واللي استغليناهم احنا في البريمير ميطون في ديبي تاع ديزيام ميطون. وهذا الفوز يولي العمل اللي انا نعملوه مع المدرب والسمانه هذه اللي واش بريبارينا. الحمد لله ربي ما خيبناش. المباراه كانت صعيبه ما يخفالكش، فريق يلعب مليح كره ويعرف كما تعرف ديربي راهو يكون صعيب. والحمد لله وين وفقنا ربي وسجلنا اهداف. وين كان المردود تاعنا في زاميطون وين رجعنا شويه للور، وكانت ثاني وين اثرت علينا شويه سخانه اليوم ثاني كانت سخانه. Parle de la chaleur, j'ai envie de dire à Debari, tu es habitué mon ami, Chlef il fait chaud évidemment, c'est vrai que ça a été assez difficile pour les joueurs, il faisait chaud quand même l'après-midi, il faudra penser à organiser les matchs en nocturne du côté de Chlef, notamment avec l'arrivée du mois sacré de Ramadan, donc je pense que... Là c'est obligatoire. Bon oui, pas pour tous les stades, il y a des stades où on aura des matchs là aussi en diurne. Ça va être difficile. Sur les déclarations d'après-match, mais si on l'a écouté, Omar Beladoui est très lucide dans son analyse d'après-match. Il dit que sur le but refusé sur une position d'enjeu, lui, il estime que l'arbitre peut se tromper aussi. Et je pense que moi j'étais présent au stade, l'arbitre a réalisé un bon match. Après, c'est difficile un petit peu de le juger et sachant que c'est l'arbitre assistant qui a levé son drapeau, donc il n'a fait que suivre. Qui était mieux placé que l'arbitre central en plus. Sans doute. Ah oui, puisque logiquement, il est sur la même ligne que les défenseurs et les attaquants. Sur ces déclarations, l'avenir, on a parlé de l'AS Chlef sur l'MCO, Abdelnor, on va dire que là aussi, ça peut être inquiétant. 25 points, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Bien sûr. Là, mais je pense, puisqu'ils vont signer un contrat sponsoring avec une on va parler sur le plan technique. On aura tout le temps et le loisir de revenir. Ça va les aider. Vous parlez d'argent. Les joueurs ont reçu deux mensualités. Deux mensualités. Mais on a vu qu'il y a eu des défaites par la suite. Et c'est la deuxième défaite de suite après celle concédée à Magra. Quand on ne s'entraîne pas pendant 5 semaines, qu'on reprenne le championnat, même si on a gagné un match, ils ont gagné le premier match, mais là, ils sont en train de souffrir. Ils vont encore souffrir de 3 matchs. Et ils ont un match en retard à disputer face au CR Belouizdad. En tous les cas, Saïd, pour ce qui concerne le staff technique, Omar Beladoui et Moulay Hadou, je crois qu'il faut leur tirer chapeau aussi. Ah oui. Malgré toutes les difficultés, malgré... Résister devant une telle pression. Ils ont résisté, ils résistent encore avec cette lucidité et puis... Et j'aime moi ce genre de coach qui prend de la hauteur et qui assume pleinement sa responsabilité de coach
En tous les cas, bravo pour Omar Blatoui qui demeure quand même un entraîneur de, il a prouvé de grande qualité. C'est ça. Avec tous les problèmes rencontrés cette saison, de voir le MC au 8e au classement, on peut parler d'un petit miracle. C'est pas la première fois qu'il a sauvé le club par le passé. Absolument, il a sauvé le club par le passé. À chaque fois qu'on a fait appel à lui, il est là. Et dans quelles conditions il est en train de travailler? Puisque vous-même, je crois que vous avez discuté avec lui. Il travaille dans des conditions vraiment très difficiles. Donc, comme l'a dit on espère que l'arrivée d'une entreprise publique va calmer justement les choses. Bien sûr. On va pas. Ils vont le garder. Il ne va pas travailler uniquement dans les situations délicates. J'espère bien qu'il va au moins profiter de cette manne financière qui pourra ramener un petit peu le calme et stabiliser le club. Effectivement. On va à présent suivre ce reportage sur le stade Mohamed Boumzrak, qui était fermé pendant quasiment 9 mois en raison des travaux justement et qui a rouvert ses portes à l'occasion de cette partie. On voit le sujet, on revient. Après une fermeture qui aura duré 9 mois, le stade Mohamed Boumzrak de Chlef a rouvert ses portes au public samedi à l'occasion du match ayant opposé l'ASO Chlef au MC Oran. Des travaux importants ont été opérés au sein de l'enceinte qui ont touché notamment les vestiaires, la tribune officielle et la pelouse. À cet effet, il a été procédé à la mise à niveau des 2 vestiaires déjà existants et la construction de 2 autres. La tribune officielle a été également rénovée, en plus de la pose d'une nouvelle pelouse synthétique de dernière génération. On est heureux de revenir dans notre stade, ça nous a manqué. Après plusieurs mois de travaux, on retrouve enfin notre stade. On espère que ce retour sera positif pour notre club. Une autre opération consistant à la pose de sièges dans la totalité des tribunes sera lancée également dans les mois à venir, plus d'autres travaux d'envergure dans le but de moderniser le stade. Il va y avoir prochainement une étude qui sera faite pour rénover les tribunes, poser des sièges, refaire la sono, mettre en place des caméras de surveillance et améliorer l'éclairage. Il y aura la pose d'une nouvelle piste d'athlétisme, l'entrée du stade sera réaménagée, on procédera aussi à l'installation de portiques électroniques et un écran géant. La réhabilitation du mythique stade Boumzrak profitera assurément aussi bien aux supporters qu'aux sportifs de la région. Donc, il y avait cette première étape, comme on l'a suivi dans le sujet, avec la pose d'une nouvelle pelouse, avec la réhabilitation notamment des vestiaires. On a aussi construit 2 autres vestiaires, une salle de conférence et la tribune officielle qui a été donc refaite là aussi. Et vous savez, entraîner cette équipe de Chlef, Mzianiril, c'est bien d'avoir en sa possession un tel outil de travail. Et notamment la pelouse qui a été... c'est une pelouse parfaite à présent. Tout à fait. Je crois que le stade aujourd'hui... qui a fait peau d'œuf, c'est un outil de travail extraordinaire pour l'équipe qui dispose aussi d'autres installations, en tous les cas en ce qui concerne l'hébergement, l'entraînement. Chlef est une ville qui a beaucoup de sites d'hébergement, d'entraînement, et je crois que c'est un pôle, en tous les cas, assez développé dans le domaine, pour l'accueil, en tous les cas, des footballeurs et des équipes de football. Et on l'a écouté dans ce sujet, l'Arbi Touahria, donc le DGS de la wilaya de Chlef, justement, et qui parle aussi il y aura une deuxième phase de travaux prochainement, notamment avec la pose d'une nouvelle piste d'athlétisme. Il y aura les tribunes qui seront démolies. On a vu une certaine partie des tribunes qui sera démolie et on mettra en place, on va construire de nouvelles tribunes avec des sièges. Il y aura. C'est même les projecteurs. Les projecteurs, l'éclairage sera. Intéressant, l'éclairage et tout. C'est très important. Bien sûr. Surtout à Chlef. La période du Ramadan, et ça s'est réchauffé un peu, on va dire, en termes de météo. Donc c'est important de jouer, surtout pour l'équipe de Chlef, de jouer en nocturne. Moi, je voulais juste revenir sur... vous avez parlé, on a fait un petit reportage sur le stade, de rappeler qui est Mohamed Boumzrak.
Vous savez que Mohamed Boumzrag est le membre fondateur de l'équipe FLN et puis ça a été le premier entraîneur de l'équipe FLN. Donc vous avez parlé de stade mythique, mais c'est également, il porte le nom d'une personne mythique également. C'est ça, Rabbi Rahman en tout cas. Et c'est bien de voir ces stades. On l'a vu avec les nouveaux stades. Il y a eu le stade Annaba là aussi, il a changé de look quasiment. Et là aussi du côté de Chlef, c'est bien pour les joueurs. Si on doit réhabiliter les stades en Algérie, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Je pense que c'est le moment. En tout cas, on sent cette volonté chez les pouvoirs publics, en tout cas de passer à l'action. Et de petits bijoux qui ont été complètement dégradés, à l'exemple du stade de Tlemcen, du stade de Relizane, du stade de Masdara, du stade de Berabès, du stade de Djidjel, Saïda, il ne faut pas l'oublier, Batna, Skikda. Donc on a des infrastructures, il suffit de les récupérer et de les mettre à niveau et puis de les mettre à la disposition des clubs pour qu'ils puissent également pouvoir progresser. On passe à un autre match, celui qui a opposé le Mouloudia Club d'El Bayed à l'US Biskra, tout ça avec Linda Teboul. 3 matchs sans défaite pour le MC El Bayed qui a reçu l'US Biskra dans un match qui s'annonçait compliqué pour les deux équipes. Tous deux envisageaient de remonter au classement. Une première mi-temps plutôt équilibrée entre les deux formations, où chacune cherchait à ouvrir la marque pour terminer la première partie avec un avantage. Les contre-attaques s'enchaînaient de part et d'autre jusqu'à ce que les locaux trouvent la faille dans la défense adverse peu avant la pause. Et ce, grâce à Marwan Bouzid. Un but qui permet au MCEB de rejoindre les vestiaires avec une première mi-temps en sa faveur. En seconde période, les locaux se contentaient de défendre et procédaient par des contres. Les Biskris ont eux aussi créé quelques occasions, mais sans parvenir à égaliser. Il aurait fallu attendre la dernière minute de jeu pour que Mohamed Amin Abid inscrit un pénalty et remet les pendules à l'heure pour les enfants des Imans. Un but partout, tel était le score final de cette rencontre. Un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes qui partagent la même place au classement général avec 24 points et qui doivent s'éloigner impérativement de la zone rouge. Un résultat qui ne fait l'affaire de personne, hein, comme l'a expliqué Linda Teboul. Un point Biskra ramené de l'extérieur, c'est quand même assez important. C'est beaucoup plus... C'est vrai que pour Biskra, suivant la physionomie de la partie, arracher ce point... C'est plus le Bayed qui est en difficulté dans ce match-là. Ils auraient eu le gain du match, 3 points de plus, ça leur a permis de mieux respirer. Là, ils se retrouvent toujours dans une zone dangereuse, bien qu'avec la venue de Hadjar, ils sont en train d'essayer d'avoir des bons résultats, mais leur objectif principal, c'est le maintien. Mais ça va jouer jusqu'à la fin du championnat. Sur ce match, Zian, on va dire que le Bayed, après... Bonne opération pour Biskra, je crois qu'il était à la recherche de points et ne pas perdre à l'extérieur, c'est toujours bon pour le moral en tous les cas. Et pour appréhender la suite, c'est pas mal d'aller faire un déplacement à El Bayed, de revenir avec un point. Pour l'équipe d'El Bayed, c'est vrai que c'est une équipe en apprentissage et même si beaucoup de ces joueurs sont déjà passés par la D1 et donc ce sont des joueurs assez expérimentés, mais le club en lui-même reste en apprentissage. Je crois que le maintien est à leur portée. Ils peuvent se maintenir pour cette saison. Un autre mal classé a joué gros lors de cette journée, à savoir le RC Erba qui recevait chez lui donc à l'Erba l'équipe de la jeunesse sportive de Saoura qui ne perdait pas en tout cas. Qui voyage mal. Non, qui voyageait assez bien. Ouais, mais qui voyage mal cette fois-ci. Cette fois-ci, effectivement. Avec, vous le soulignez si bien, avec cette défaite. Donc il y a eu une défaite pour la Saoura face à cette équipe de l'Erba. Tout ça résumé par Sami Achichou. Le RC L'Erba, qui restait sur une défaite concédée en déplacement face au MCA, a reçu la JS Saoura pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le RCA a été plus agressif au début de la rencontre, ce qui lui a permis de prendre le contrôle du match. Une grosse pression sur le côté droit de l'adversaire qui a donné l'ouverture du score à la 7e minute. L'attaquant Xili place un tir puissant
mériteront par la suite la vigilance du gardien de but de la JSS. La JS Saoura réagit et cherche l'égalisation en mettant plus de pression grâce au duo Hamri et Saadi. Le RCA reste solide en défense et réussit à conserver l'avantage. Fin de la première période, 1-0. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont tout fait pour égaliser, mais sans succès, face à une bonne organisation défensive du RCA. À force de se découvrir, la JS Saoura se fait surprendre par une contre-attaque du RC Larba qui corse l'addition. À la 73e minute, une deuxième réalisation pour l'unique buteur de la rencontre. Grâce à cette victoire, le RC Larba rejoint provisoirement le MC Oran à la 7e place avec 25 points chacun. Alors que la JSS, qui visait la victoire pour monter sur le podium, a vu sa série de 7 matchs d'invincibilité, toutes compétitions confondues, prendre fin. Beau sujet de Samé Achichou et cette équipe de l'Alba, on le disait, qui jouait gros et qui à chaque fois, face au ténor du championnat, s'impose, notamment à domicile. Tout à fait, je crois que l'Alba renferme de bons joueurs. Hein, et c'est des joueurs, je les ai vus jouer quelques fois. Un mix de joueurs expérimentés, absolument, de jeunes joueurs. De jeunes joueurs, etc., mais de bonne qualité. Je crois qu'eux aussi souffrent un petit peu de la prise en charge totale du club. Et cette fois-ci, sincèrement, je m'attendais à une meilleure réaction de la JS Saoura, qui d'habitude voyage très bien. C'est vrai que cette saison, contrairement aux précédentes saisons, la Saoura voyage bien. Hein. On l'a vu, cette remontée spectaculaire au classement, après un début de saison très compliqué. Mais il y a eu cette défaite. Généralement, ils ne perdent pas avec des scores de 2-0. Toujours 1-0, 2-1, c'est toujours étriqué, toujours très difficile. C'est une équipe très difficile à manier. Mais là, sur ce match-là, je crois que l'Arba'a ont mérité en tous les cas de remporter la victoire sur ce que j'ai vu sur certaines images. Parce qu'il joue la Coupe arabe. La Coupe arabe, c'est vrai. Il y a un déplacement là aussi à effectuer pour la Coupe arabe. C'est bien de le rappeler. Amin, justement, sur ce match, rapidement. Victoire méritée de l'Alba. On ne peut pas discuter de cette victoire. Mais par contre, c'est vrai que. Mais les gens peuvent discuter. On peut discuter. On est là pour discuter. Non, mais Saoura, il est vrai que Saoura maintenant, surtout cette année-là, est en train de. On nous avait habitués, non seulement à domicile, qui était une équipe très difficile à battre, et à l'extérieur, il faisait de très bons résultats. Cette année, ce n'est pas le cas. Donc, l'Arba'a, ça leur permet de souffler, mais par contre, Saoura, il s'éloigne un peu du podium. Très bien, résultat et classement à présent de cette Ligue 1 après la 19e journée. Place à présent au dossier de cette émission, de ce 23e numéro de la saison. On va parler évidemment, je le disais, c'est place à l'actualité, messieurs, avec notamment cette semaine, ça a bougé du côté de la jeunesse sportive de Kabylie et surtout du côté de l'entente de Sétif, puisque rapidement, en tout cas, c'est passé de manière assez vitesse, on va dire grand V, avec la Sonalgaz donc qui s'est renseigné auprès de l'entente de Sétif, et aujourd'hui même il y a eu une signature, en tout cas. Donc Sonalgaz devient propriétaire. Pratiquement, il ne reste pas. Bon, je ne sais pas sur le plan réglementaire comment ça va se passer, mais en tout cas, le président du conseil d'administration de l'entente de Sétif, Sarrar, était justement à Alger aujourd'hui pour rencontrer le PDG de la Sonalgaz et on a conclu un accord. On va l'écouter, Sarrar, dans quelques instants. Mais avant cela, messieurs, moi je voudrais revenir justement sur cet apport des sociétés publiques dans le football national. On va sur ce sujet et on revient. En proie à de gros problèmes financiers, la majorité des clubs algériens professionnels tirent depuis plusieurs années maintenant la sonnette d'alarme, appelant les pouvoirs publics à intervenir pour leur venir en aide.
Pointer du doigt la gestion chaotique de ces clubs par des dirigeants souvent non qualifiés pour une telle mission n'aura fait que compliquer une situation déjà désastreuse. Instauré en 2010 à la hâte, le professionnalisme aura été, de l'avis de tous les spécialistes, un échec retentissant. Cela a donc contraint l'État à maintenir ses subventions malgré une année butoir fixée dans un premier temps à 2018. Et on n'en est pas resté là, puisque des clubs, à savoir le MCA, le CSC, la GSS, le CRB et l'USMA, ont même eu droit à des entreprises nationales qui sont venues les soulager et surtout les maintenir à flot. Le CRB, à titre d'exemple, racheté par le groupe Madar fin 2018 alors qu'il était au bord du gouffre et proche de la relégation en Ligue 2, s'est complètement métamorphosé depuis. Enchaînant 3 titres de champion d'Algérie et sans doute un 4e à l'issue de cette saison. Une manne financière conséquente qui a permis au club de l'Ariba de retrouver son lustre d'antan et renouer avec la Ligue des champions africaine. Le CS Constantine, quant à lui, a pu s'adjuger en 2018 un titre de champion après 21 ans de disette. Hormis le Parado Athletic Club qui reste un modèle de réussite en matière de gestion et d'autosuffisance, s'appuyant sur une politique de formation qui a donné ses fruits, les autres clubs piétinent le plus souvent et font dans le bricolage. Des clubs UP, à l'instar de la JS Kabylie, les S Sétif ou le MC Oran, et après une longue attente, vont désormais pouvoir respirer puisque les pouvoirs publics ont décidé de leur offrir à leur tour des entreprises publiques. Mobilis vient au secours d'une JSK anéantie par ses dirigeants alors que la Sonalgas tentera de rebooster une formation citifienne plus qu'instable ces dernières années. Le Mouloudia d'Oran, pris en otage par ses propres actionnaires, espère redevenir l'ogre qu'il était jadis. L'arrivée d'une société, ça sera très bénéfique pour le club sur plan de gestion. Parce que là, on vit le jour au jour. Mais quand la société va venir, là, on va parler de long terme, de faire une formation, de structurer le club. Donc ça, je pense que le Wali d'Oran, il a fait beaucoup d'efforts pour que cette société prenne les rênes du club. Tant mieux pour le club. Oui, Inch'Allah, avec sa venue, l'équipe retrouvera son lustre d'antan, Inch'Allah. L'organisation d'une entreprise, c'est connu, donc avec toutes ces structures, c'est ce qui manquait à la GSK. Donc, il y aura tous les postes nécessaires pour le fonctionnement d'une entreprise digne de ce nom. Donc, Mobilis va ramener, il y aura des projets, Inch'Allah, il y aura de grands projets dans la région qui seront bénéfiques et pour la région et pour la GSK, Inch'Allah. Selon le président de la LFP, Abdelkarim Madouar, tous les clubs de l'élite professionnelle seront affectés à des sociétés étatiques avant le début de la saison prochaine. Une volonté politique affichée qui nous fait rappeler la fameuse réforme sportive instaurée en 1977. Si on peut revenir en arrière, en 76-77, la réforme a fait beaucoup de bien au sport algérien, au sport en général, toutes les disciplines. Donc l'arrivée d'une société, elle peut faire beaucoup de bien au club algérien. Cette nationalisation des clubs sportifs offrira de grands moyens financiers, matériels, de gestion, de transport et de prise en charge des footballeurs. Le niveau du championnat algérien augmentera ainsi de façon significative et propulsera de facto nos clubs au devant de la scène africaine dans les années à venir. Alors messieurs, donc le décor est planté. On va dire que pour la JSK notamment, on va commencer par la JSK avec l'arrivée de Mobilis. C'est une bouffée d'oxygène pour ce club. Oui, ça, c'est non seulement pour la GSK, mais vous venez de le citer, pas mal de clubs vont être également sponsorisés, entre guillemets, puisque ça va être les propriétaires. Les sociétés nationales vont être propriétaires du club. Mais moi, à travers tout ça, mis à part le fait qu'il va y avoir dans ces clubs-là une stabilité financière, où il y aura une garantie de salaire, le plus important aujourd'hui, c'est de rentrer de plein pied dans le professionnalisme. Pour résumer tout ça, la base, pour moi, la base du professionnalisme reste toujours l'infrastructure. Donc il est temps maintenant d'imposer au club, puisqu'on ne peut pas trouver de prétexte. Financièrement, on n'est pas à l'aise. Là, obliger tous les clubs qui sont gérés par des sociétés à avoir leur centre de formation le plus vite possible et qu'ils soient opérationnels pour certains dès la saison prochaine. Amine, c'est bien, je rappelle, vous êtes expert en management en sport, du sport plutôt. On va dire que c'était attendu.
En tout cas, on sent cette volonté des pouvoirs publics à apporter cette aide importante, en tout cas, du côté des clubs, et restructurer ces clubs-là, justement, pour réellement parler désormais de professionnalisme. Déjà, la JSK, Sétif et Oran méritent d'avoir des sociétés, ça c'est clair, on est tous d'accord. Maintenant, il y a cette volonté réelle qu'on la ressent par rapport au pouvoir public, qui est de promouvoir et de prendre le problème par les cornes. À mon sens, à mon avis, c'est actuellement pour sauver le football national et les clubs algériens, c'est l'unique solution. Mais ce n'est pas de donner des entreprises et on dort, c'est bon. Faut travailler. Donc si je comprends bien, faut pas jeter de l'argent comme ça juste pour faire plaisir aux clubs et aux joueurs. C'est l'erreur qu'on faut travailler là aussi. Même au sein de ces entreprises publiques, il faudra penser à une stratégie de développement et de marketing. Le problème au football national, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a le problème financier, bien entendu, mais il y a le problème humain, la ressource humaine. Donc tout le monde veut le changement, mais le changement ne vient pas comme ça. Donc quand on ramène des entreprises, automatiquement ils vont ramener leur management. Et avec ça, à partir de là, il faut fixer des objectifs. Comme M. Kawa a bien précisé, l'infrastructure, elle est importante. Mais j'insiste énormément sur l'humain. Moi, j'insiste énormément sur l'humain. Ça va de pair. Voilà. Parce que c'est bien beau de construire et le management, on ne le connaît pas, on ne l'a pas. Parce qu'il faut fonctionner avec l'esprit entrepreneurial. Donc, c'est des entreprises. Penser à la rentabilité. Faut penser à la rentabilité. Même si c'est compliqué d'avoir une certaine revenu, c'est vrai mais il faut penser désormais à faire entrer de l'argent. Et quand on a des stades comme celui de Berraqi, celui de Annaba à présent, il faut penser aussi à rentabiliser. Crois-moi, c'est pas facile, mais c'est très faisable. Pourquoi ? Avec les infrastructures qu'on a, avec les nouveaux stades, mais en même temps, n'oubliez pas que le football est un sport roi en Algérie. Ça draine les foules. Tout à fait. Il faut un peu de sérieux, une petite stratégie, et la rentabilité sera là. On va revenir, on va parler de stratégie. Je reviens vers vous, M. Aniril. Je le disais en début de l'émission, vous avez plusieurs casquettes. Vous avez eu... durant votre gardien de but. Gardien de but. Qui sait, peut-être quand il était jeune, il a été gardien de but un jour. Hein. Monsieur, justement, vous avez été président de club, vous avez été donc dirigeant, vous avez allié le domaine administratif et sportif. Est-ce que vous pensez déjà que c'est une bonne chose de voir ces clubs rachetés, pour ne pas faire de jaloux ou d'envieux, on va dire, on l'a écouté dans le sujet, Abdelkarim Adouar annonce en tout cas une annonce importante en disant que tous les clubs de l'élite seront rachetés par les entreprises publiques, peut-être à des degrés différents. Bien sûr, tant qu'il y a la possibilité en tous les cas de corriger ce qui ne va pas. Il s'agit du sauvetage du football national. Il était temps, après 12 ans, 13 ans de professionnalisme. Il s'agit de mettre un terme au bricolage qu'il y avait, et puis à cet amateurisme ou à ce professionnalisme qui n'était véritablement ni professionnel, ni même amateur. Il y avait de tout, sauf de la bonne gestion et de la bonne prise en charge des clubs, et en tous les cas de la gestion d'un club de football. Dans un club de football, il y a deux aspects qu'il ne faut pas négliger. Il y a l'aspect sportif. Tout à fait, c'est important. Et il y a l'aspect commercial. L'aspect commercial doit dépendre de gens qui ont la compétence de pouvoir faire des affaires. Ce sont justement des managers qui ont le sens de l'entrepreneuriat. Il faut donner les clés du football aux hommes d'affaires, c'est ça ? Pas aux hommes d'affaires tels qu'on les connaît, je veux dire aux hommes compétents, ceux qui ont la compétence. Il parlait de ressources humaines. Les gens qui doivent gérer cet aspect commercial doivent être du secteur. On ne peut pas confier cela à un footballeur qui n'a pas d'expérience de gestion, qui n'a pas d'expérience de calcul, de prise de risque, qui n'a pas d'expérience en termes de gestion de choses commerciales. Par contre, l'aspect sportif, lui, peut être confié aux véritables spécialistes sportifs. Donc il y a un aspect commercial qu'il faut
il faut mettre des hommes qu'il faut à la tête de cette... et qui est au service du secteur sportif. Quand il y a jonction et quand il y a une bonne organisation, en tous les cas, il est clair qu'avec le temps, les choses s'amélioreront. Abdelnour, j'en parle dans le sujet, mais j'étais pas né en 1977. Mais depuis que j'ai commencé à exercer ce métier, on me parle très souvent de cette réforme réalisée en 1977 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Parlez-nous un peu plus de cette réforme. On était athlète à l'époque. Quand cette réforme est arrivée, on se demandait ce qu'on allait devenir. Finalement, chaque club avait été parrainé par des sociétés. Le Mouloudia était à Sonatrach, le NET, je crois, qui était à la CNAN. Algérie d'abord. Algérie, non, mais la réforme après, la CNAN. Le CRB, c'était Sonacom. En fait, chaque club avait une société nationale qui le gérait. Mais ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une osmose tous les clubs étaient gérés de la même manière. Bien entendu, on était recrutés en tant qu'agents dans la société en fonction de notre niveau. Bon, tout à l'heure, on était en train de parler de ça avec Miziane. C'est vrai qu'en étant athlète international, ça donnait certains privilèges pour pouvoir avoir un poste assez important. Les salaires dépendaient là aussi du statut du joueur. D'abord de son niveau d'instruction. On avait, il y avait des gens qui avaient des bacs, des gens qui avaient des licences et tout. Et ils étaient classés comme cadres. Et ensuite, il y avait les athlètes, ce qu'on appelait les athlètes de performance, qui étaient salariés au niveau de la société, qui commençaient peut-être par la plus basse échelle, et puis qui gravitaient au fur et à mesure de l'ancienneté, qui arrivaient jusqu'à être supérieurs. Absolument, absolument. On était employés. On était employés d'entreprise versés dans le football. Voilà. Donc on ne faisait que s'entraîner. On avait tous les mêmes primes. Il n'y avait pas de primes, c'était des primes qui étaient calculées par le ministère. On avait une indemnité d'athlète de performance. Et on se dirige vers ça, du côté... on avait une prime de match à domicile à l'extérieur qui était égale à toutes les équipes. En tant qu'international, on avait une indemnité supplémentaire. Donc tout ça faisait que le joueur se sentait et préparait son avenir. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que certains des joueurs de notre génération, qui n'ont pas à l'époque penser à leur avenir et qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations vraiment catastrophiques. Des anciens joueurs qui n'ont pas de revenus, absolument, pas de retraite. Absolument. Et ça, c'est un gros point. Malheureusement, on en a parlé. Oui, ils sont des centaines, ils sont pas... Donc voilà un peu ce qu'avait ramené. Et puis c'était pas uniquement en football, c'était en toutes les disciplines. Il y avait une certaine sécurité en tous les cas sur le plan de carrière du joueur. Le joueur, il pouvait jouer au football. Uniquement sur et à la fin de sa carrière sportive, il devait rejoindre l'entreprise pour occuper un poste de travail, et chacun selon ses capacités et son niveau. On va écouter Meloud Hamdi, le coach de la JS Kabylie, qui parle justement de l'arrivée de Mobilis. Très content d'accueillir Mobilis au sein du club. On pense qu'avec Mobilis, ça peut devenir quelque chose de très grand pour l'avenir, à condition évidemment de tout faire pour se maintenir. Ça, c'est un des paramètres qui est très très important. Mobilis n'est pas là pour sortir l'argent, c'est pas le but. Le but, c'est de nous aider à tous les niveaux à continuer à faire grandir ce club et le sortir de cette passe difficile. Donc ils sont là pour nous aider à mettre tous les moyens possibles pour essayer de réaliser les meilleurs résultats possibles. Nous, on le fait avec notre staff à l'entraînement. On travaille d'arrache-pied avec les joueurs. Et eux, ils nous mettent des moyens matériels, humains, financiers, et tant mieux, On évitera ainsi pas mal de conflits avec la FIFA. Malheureusement, c'est devenu une mode ces dernières années. Pas mal de nos clubs, y compris la jeunesse sportive de Kabylie, qui n'a pas pu qualifier ces nouveaux joueurs en raison notamment de ces dettes et notamment avec cette interdiction de recrutement du côté de la FIFA. Amine, vous avez bossé dans un club, à savoir le CRB Louis Z.
Parlez-nous du rôle que vous avez eu au sein de ce club et pourquoi ça n'a pas marché par la suite. Et pourtant, on parle très souvent de l'exemple Chabab Riadid Belouizzat depuis la prise en main du groupe Mada. Déjà, bon, je suis passé par le CRB, bon, je suis passé par pas mal d'autres clubs avant. On va parler aussi de Wydad Tlemcen, là aussi. Mais bien avant, j'étais déjà en Serbie, j'étais en Monténégro, j'ai géré des clubs là-bas. Bref, au CRB, bon, on a pris un club où la situation, elle était très délicate. Au départ. Et pour développer un club, il y a deux points qui sont très très importants pour commencer la base d'un club. De développement d'un club, déjà c'est la crédibilité du club, de se redonner une image crédible auprès des partenaires et tout. Et la deuxième, c'est on a travaillé sur l'attractivité du club. Donc elle est très importante. C'est deux choses qui suivent et qu'on doit montrer et travailler dessus. Donc on a commencé. Le problème c'est qu'on veut tout et tout de suite. On veut brûler les étapes rapidement. C'est ça qui a poussé votre, on va dire, près, parce que je me suis retrouvé sincèrement, pour être clair et net, je me suis retrouvé à faire uniquement des études et sans l'application. Donc on a des objectifs. On attaque, on fait l'étude sur terrain, on fait pas mal de choses sur ce côté-là, mais il y a toujours la peur et le courage de prendre cette décision. Moi, je n'étais pas décisionnaire. Je ne pouvais pas faire des choses sans l'accord du président, mais de mes supérieurs, ça c'est clair. Là, il faudra changer les choses si on veut réellement parler, si on veut parler de business au sein de ces clubs. On va écouter à présent le président de l'entente de Sétif, Abdelkarim, plutôt Abdelhakim Sarrar, donc, après la réunion et la signature de cet accord avec le groupe Sonalgas. مجمع سونالغاز كان عندنا فيه اجتماع يعتبر أكثر من رسمي نظرا للحضور الكبير لإطارات المجمع بما فيها الرئيس المدير العام لو شيف كابيني السكرتير جينيرال لي كونسيي لي ديريكتور فينانسيير ثم لي كادر امام لعبت احنا وصلنا في الفوتبول بار لا فيزيون باسكو اون تابي ان جور دون ان بالون بصح حنا انا واحد من الناس انا نقول جي جامي دي كي جو ديتيان لا فيريتي دو فوتبول مجمع سونالغاز يديها وما نعطيها لكش بالرقم انا راح ياخذ اغلبيه الاسهم اغلبيه الاسهم انا بالقيمه المطلقه لا فالور ابسولي بالقيمه المطلقه. Alors, on l'a écouté, Sarrar, justement, il le dit clairement, en tout cas du côté de Sétif, c'était une demande populaire là aussi, et ça s'est accéléré, je le disais, assez rapidement. Mziane, là aussi, on l'a écouté, Sarrar, en tout cas, il paraît content de pouvoir compter à présent sur la Sonalgas. Puis, comment ne pas être content quand on a une entreprise qui arrive et qui vous soulage en tous les cas de tous les soucis quotidiens que vous avez lorsque vous gérez un club aujourd'hui. C'est pas facile. Moi, les présidents de clubs, je les comprends. Gérer un club alors que vous n'avez pas de ressources, franchement, comment il faut faire, c'est, je sais pas. Mais ça tient du miracle. Mais absolument. Vous parlez de miracle, messieurs. Je vais vous poser une question assez simple. Qu'on n'aura pas un budget conséquent, pourquoi recruter 16, 17, 18 joueurs? Ça, c'est notre problème. C'est ça le problème aussi. C'est aussi ça le problème. C'est que si on n'a pas les moyens de sa politique, ça s'accumule au fil des ans. Et puis il y a des changements à la tête des clubs de temps en temps, mais les mêmes problèmes persistent et les mêmes pratiques persistent. Aujourd'hui, c'est très bien que les entreprises publiques arrivent dans le monde du football. En tout cas, c'est bien que d'autres moyens, mieux contrôlés, arrivent dans le monde du football. Mais aujourd'hui, certains sont arrivés il y a quelques années, il y a 2 ou 3 années déjà. Certains clubs sont pris en charge, d'autres beaucoup plus loin que ça. Mais il semble à tout le monde que les choses n'ont pas bougé depuis. C'est ça, justement, vous me tendez la perche et je bascule sur mon côté droit pour Abdelnour Kawa. Le Mouloudia d'Alger, parrainé depuis plusieurs années par la Sonatrach. Et là aussi, c'est compliqué en termes de résultats sportifs. Et notamment, on sent à contrario, en tout cas, les supporters du Mouloudia d'Alger, beaucoup, ces dernières années,
ont même demandé le départ de la Sonatrach à un moment donné. C'est exact. C'est exact. Vous savez, comment expliquer cela, justement? Avant de parler du Mouloudia, moi je crois que le gros problème qui existe chez nous aujourd'hui, aujourd'hui la majorité des clubs vont être parrainés par des sociétés, il faudrait qu'il y ait un club pilote. Qui donne un peu l'exemple. On a parlé le un peu. Le pilote, c'était le Mouloudia d'Alger à une certaine époque. C'est l'ancien. La Sonatrach a pris le Mouloudia. En 77, bon, il y a eu après le. Même, je parle de 2012. 2012, il y a le retour de la Sonatrach. Oui, malheureusement, il y a eu des milliers de milliards qui ont été dépensés et finalement, bon, ce n'est que depuis une année et demie qu'on parle de centre de formation, qu'on parle de futurs. Bon, là, c'est vrai qu'il y a sur le terrain, avec un stade qui est en construction, centre d'entraînement, pareil pour l'USMA. Là, on sent une réelle volonté. C'est pas le cas pour le CR, mais ça, c'est un souci. Mais moi, je voudrais revenir. On est passé très vite sur ça, mais c'est très important. Vous avez parlé des clubs qui recrutent, qui n'ont pas les moyens. Comment se fait-il qu'un club libère 8 à 10 joueurs et il en recrute 12? Et sur les 8 et 10 joueurs qui ont été libérés, ils sont tous au niveau du TAS. Et en plus, il revient, il recrute des joueurs qu'il ne peut pas payer, qui se retrouvent tous au TAS. Donc quand on fait un bilan, tous ces clubs sont déficitaires en quelque sorte. Donc bon, on a parlé d'argent, mais il y a aussi la gestion. Voilà, j'espère. Quand on n'est pas qualifié pour présider un club, il faut justement, à mon avis, qu'il y ait un club pilote, tout simplement. On va écouter une nouvelle fois Sarrar qui parle à présent de la nouvelle stratégie au sein de l'entente. On va jouer gagnant مع Sonelgaz. احنا عندنا بفضل الله عز وجل les idées d'investissement dans le sport ou en dehors du sport موجودة باش يكون ان équilibre financier ما تكونش تاع عبء مرة أخرى على شركة وطنية. على الأقل شركة وطنية تحلك الباب بصح انت l'argent dans le football quand on gagne, quand on arrive باش نوصلوا نجيبوا نتائج ايجابيه باش نديروا دي سبونسور امبورطون لا مارك تطلع تاع النادي ما تبقاش تستنى توجور اكيد تعقبك شركه كيف سا شانج si tu es un bras cassé et tu n'as pas une vision نظره في الاستثمار راح تولي كي لي سيبونسيون. On va parler à présent du sommet euro-méditerranéen qui se tiendra le 15 mars, le mercredi, à l'hôtel Sofitel. Sofitel, est-ce que l'invitation est personnelle? Est-ce que des amateurs pourront venir assister ou pas? Bien. Maintenant, cet événement est destiné, est destiné aux professionnels. Aux professionnels et aux clubs algériens professionnels. En tout cas, est-ce que vous lancez l'invitation aux clubs algériens? Bien sûr, l'invitation elle est ouverte pour les clubs, les concernés. On voit justement l'affiche de cette. Donc l'invitation elle est ouverte et on aimerait bien que les clubs participent à cette manifestation. Parlez-nous justement de ce sommet et justement des présents. J'ai pu voir la liste. On aura un panel assez important de clubs européens, des gens qui représentent les clubs européens. Alors comme c'est mentionné déjà dans l'affiche, c'est un événement 100% hors terrain déjà. Donc on parle tout ce qui est football Hanan, business. mettez-nous l'affiche justement pour voir. Maintenant, on aura la participation des clubs qui sont reconnus dans le domaine de gestion, dans le domaine de développement, dans le commercial. Par exemple, je peux citer le club de Osasuna qui est représenté par le directeur de Voilà développement. les têtes d'affiche en tout cas qui seront là, des clubs. Effectivement. Donc c'est pour ça que j'ai cité un exemple de Osasuna parce que le responsable de développement de ce club, il vient d'être recruté par Osasuna. Il est passé par le Real Madrid pendant 3 ans, qui était le responsable de développement de ce club-là. Donc il sera présent. Il sera présent. Marseille aussi sera représenté. Marseille, nous avons l'Espagnol, nous avons le FC Venise, FC Bologne. Le FC Venise, pour moi, c'est un modèle énorme dans le marketing et le branding et c'est l'image de marque. Pourquoi? C'est l'un des leaders. Et pourtant, Venise n'est pas. On a tendance à parler de Venise comme ville romantique. Voilà. Non, ils ont jugulé sur leur image de la ville et leur prestige.
ils ont intégré dans l'image de marque du club. Comment ils promouvoient par exemple le maillot, comment ils vont promouvoir leur stade, leur club et tout. On a le Ahli qui seront représentés là aussi. Qui seront représentés par 2 personnes déjà, le directeur de développement du club et aussi le rédacteur en chef de la chaîne Ahli TV qui était responsable de communication de Hull City en Angleterre. Très bien. Voilà. Donc on a parlé des présents. Rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps, 2 minutes. Donc ça va tourner autour de quoi les débats? Alors il y aura 4 panels. Ce qu'on va parler, il y aura 4 panels. Le premier panel, c'est le club développement. On va parler de tout ce qui est développement du club, la gestion, le management et tout. Le deuxième, ça va être le business intelligence. Tout ce qui est marketing, communication, ressources financières différentes et tout. On aura les finances, gestion financière, et on aura tout ce qui est digital, tout ce qui est réseau et tout. Voilà. Très très bien. On reviendra sur ce sommet dimanche prochain. Je serai présent, Inch'Allah. On espère évidemment avoir du bon monde. Et justement, je lance l'appel à votre place aux dirigeants de clubs algériens à se déplacer justement pour apprendre, pour avoir cet acquis et justement relancer le football national. C'est bien beau d'avoir de l'argent, d'avoir des entreprises, mais il faudra penser aussi au business, à fructifier justement l'investissement. Parfait, exactement. Merci messieurs, on est arrivé malheureusement à la fin de cette émission. On n'a pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, donc merci Amine. Merci pour l'invitation et vraiment c'était très intéressant déjà d'avoir pas mal d'idées. Moi j'ai pris pas mal d'idées sur ils seront Inch'Allah présents. Vous serez présents mercredi Inch'Allah. Ils sont invités. Merci Abdelnour, merci Mziane, merci tout le monde. Je vous dis à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Alger. تابعوا مباريات الرابطة الأولى موبيليس الراعي والشريك الحصري للرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل.